Nous voici rendus au dernier cours de pharmacologie. On va terminer avec le système endocrinien. On va aborder plus particulièrement les problématiques avec le diabète, qui sont l'hyperglycémie et l'hypoglycémie. Avant d'aborder toute la pharmacologie qui traite le diabète, j'ai pas le choix de vous donner un petit cours accéléré sur qu'est-ce que le diabète. Le diabète, vous allez l'aborder en physiopathologie 2, beaucoup plus en profondeur, mais rapidement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la fréquence du diabète augmente avec l'âge, tout particulièrement le diabète type 2. On a encore 3 à 5 % de la population qui ne sont pas diagnostiqués et vous allez voir pourquoi, parce que les signes et symptômes peuvent être reliés à d'autres problématiques. Donc, quand on regarde ça au niveau de la population, 5 à 10 % des diabétiques sont de type 1 versus 90 % des diabétiques sont de type 2. Il existe également un diabète gestationnel, c'est-à-dire qui va avoir lieu lors de la grossesse. Le diabète, c'est une affection caractérisée par une hyperglycémie. Donc, souvent en examen, lorsque je vous demande la définition de qu'est-ce que le diabète, vous m'inscrivez souvent que c'est un problème d'hypoglycémie. Alors, les problématiques d'hypoglycémie chez les diabétiques sont dues uniquement à un problème d'administration de la médication. La pathologie même, c'est un problème d'hyperglycémie, c'est-à-dire que les taux de glucose sanguin sont anormalement élevés. Il y a deux causes à ça. Ça peut être soit une anomalie par rapport à la sécrétion de l'insuline, c'est-à-dire que l'individu produit pas du tout ou insuffisamment d'insuline par rapport à son ingestion de glucose, ou bien ça peut être un mauvais fonctionnement de l'insuline qu'on appelle la résistance à l'insuline. Et la résistance à l'insuline provient du fait que les récepteurs de l'insuline dans l'organisme commencent à avoir un mauvais fonctionnement. On pense aussi que ça peut être relié à une mauvaise circulation sanguine périphérique, souvent due au manque d'exercice, qui fait que l'insuline a de la difficulté à aller rejoindre les cellules en périphérie. Donc, le diabète, en résumé, c'est un problème d'hyperglycémie dû à un manque, une absence ou une résistance à l'insuline. Maintenant, l'insuline est produite par le pancréas et c'est elle qui a le rôle de permettre au glucose d'entrer dans les cellules du corps. Donc, sans l'insuline, le sucre reste en circulation. Lorsqu'on manque d'insuline ou qu'elle n'accomplit pas bien sa fonction, comme c'est le cas pour les diabétiques, le glucose ne va pas pouvoir servir de carburant aux cellules. Donc, il va simplement s'accumuler au niveau de la circulation sanguine, ce qui va entraîner une augmentation du taux de sucre qu'on appelle l'hyperglycémie. Les principaux rôles de l'insuline, c'est d'aider le glucose à traverser vers les cellules afin qu'elles puissent l'utiliser pour fabriquer de l'ATP. Le surplus de glucose qui n'aura pas été utilisé afin de nourrir l'ensemble des cellules va être entreposé. Il y a 3 endroits principaux où on peut entreposer du glucose sous forme de glycogène dans le foie, dans les muscles et les tissus adipeux. Le seul organe qui n'a pas besoin de l'insuline pour pouvoir consommer du glucose, c'est le cerveau. Principalement, il existe 3 types de diabète. Diabète type 1, type 2 et diabète de grossesse. Le diabète de type 1 apparaît tôt dans l'enfance ou à l'adolescence ou vraiment très tôt dans le début de l'âge adulte. C'est excessivement rare qu'on va voir du diabète type 1 chez les personnes âgées. Le diabète type 1 a déjà été appelé diabète insulinodépendant ou diabète juvénile, étant donné qu'il apparaissait dans l'enfance. Puis insulinodépendant parce que diabète type 1 est caractérisé par le fait qu'il n'y a aucune insuline de produite. Donc, on va être obligé de la remplacer par des injections d'insuline. Malgré toutes les recherches qu'on peut faire, les causes demeurent encore inconnues par rapport au diabète type 1. On s'explique mal pourquoi, à un moment donné, le système immunitaire vient qu'à s'attaquer aux cellules bêta du pancréas qui fabriquent l'insuline. Donc, ce que l'on a pu découvrir un peu, c'est que certains individus avaient une prédisposition génétique et probablement reliée à certains facteurs environnementaux qui déclencheraient cette réaction-là auto-immune. Les signes et symptômes associés au diabète type 1.
vont commencer par être de la polyurie. La polyurie, c'est une augmentation de la quantité d'urine. Donc, les reins vont se mettre à éliminer davantage d'eau. Et la raison est très simple, c'est qu'il va se créer un effet osmotique au niveau du liquide interstitiel puis intracellulaire. Étant donné que les concentrations de glucose dans la circulation sanguine vont être beaucoup plus élevées, ça va avoir tendance à attirer l'eau. Donc, en attirant l'eau, il va se créer un genre de déshydratation au niveau cellulaire et l'eau qui va se retrouver dans la circulation sanguine va être filtrée par les reins. Donc, les patients qui sont diabétiques vont commencer à uriner davantage. Maintenant, à partir du moment où j'urine davantage et que je me déshydrate, la soif va augmenter. C'est ce que l'on appelle la polydipsie. Donc, étant donné que la soif va augmenter, ces patients-là vont se mettre à boire davantage. Maintenant, le glucose est dans la circulation sanguine et non disponible pour nourrir les cellules. Donc, ce qui va se produire, c'est que les cellules dans l'organisme vont envoyer des signaux, si on peut appeler ça comme ça, de famine au cerveau, disant qu'il manque d'énergie. Donc, le cerveau, lui, ne commencera pas à faire comme l'analyse. Oui, mais l'énergie, on l'a, c'est parce qu'on n'a pas l'insuline. Fait que lui, ce qu'il va tout simplement faire, c'est qu'il va redéclencher tous les processus pour amener de l'alimentation à ces cellules-là. Donc, la faim va se déclencher. Donc, ces patients-là vont verbaliser souvent que « je suis un pisse-minute, j'ai tout le temps soif, puis j'ai tout le temps faim. » OK? Et évidemment, vu que l'organisme ne fonctionne pas bien et n'est pas capable d'avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir fonctionner en provenance de son glucose, évidemment que tout ça, ça va amener de la fatigue. L'acidocétose, c'est comme que je vous expliquais, le cerveau va mettre en place tous les mécanismes pour pouvoir apporter l'énergie à ces cellules-là. Lui, dans sa tête, il se dit, bon, s'il n'y a pas de glucose, pas de problème, on va en fabriquer. Alors, vous avez vu ça probablement en biologie, la néoglucogénèse. Donc, dans le fond, ce processus-là sert à prendre des protéines et des lipides et par des processus chimiques à les transformer en glucose. Par contre, ces processus chimiques-là, ce que ça va faire, c'est que lorsqu'on va transformer des protéines et tout particulièrement les lipides en glucose, ça va créer des corps cétoniques. Alors, les corps cétoniques peuvent être utilisés par le cerveau comme source d'énergie, mais sont souvent vus par l'organisme comme un déchet. Donc, l'augmentation des corps cétoniques, ce que ça va produire aussi, ça va augmenter la déshydratation parce que les reins vont vouloir les éliminer. Et quand les corps cétoniques sont en trop grande quantité, ce que ça produit aussi, c'est une acidification du pH sanguin. Donc, de là, l'acidose-cétose. Donc, on va y avoir une modification au niveau du pH à la baisse qui va amener plein d'autres problématiques. Évidemment que si tout ça, ce n'est pas réglé, c'est la mort qui suit dans les jours ou la semaine qui va suivre, là. Maintenant, comment on fait pour savoir si on a le diabète ou pas? Donc, anciennement, de la façon qu'on procédait, étant donné que le glucose n'est pas supposé se retrouver dans les urines, mais quand on est diabétique, étant donné qu'il est en grande concentration et que malheureusement, ça l'amène souvent des dommages rénaux, le glucose se retrouve dans les urines. Alors, une des façons pour le diagnostiquer était tout simplement de goûter l'urine. Alors, si votre urine goûtait sucré, si vous aviez le diagnostic diabétique, et si ce n'était pas le cas, on cherchait une autre explication à vos malaises. Maintenant, à notre époque, les médecins ont un petit peu dédain, puis je ne sais pas pourquoi, mais ils ne veulent pas goûter. Fait qu'ils se sont rabattus sur la prise de sang. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'il y a des prises de sang qui peuvent être faites à différents moments. Ce qu'il faut que vous reteniez, vous, et ce qui est le plus fréquent, c'est ce que l'on appelle une glycémie à jeun. Alors, on demande, par exemple, aux patients à partir de 18 heures de ne plus ingérer aucun aliment. Et le lendemain matin, vers 6-7 heures, on prend une prise de sang et on calcule la quantité de glucose au niveau sanguin. Ça se calcule en mol par litre. Donc, si le patient a un résultat supérieur à 7 mol et plus à jeun, il va avoir le diagnostic de diabète. Si c'est 6 mol et moins, il est diagnostiqué non
diabétique. Quand vous-même sur la route, vous allez faire vos tests de glycémie avec votre glucomètre, vous devez avoir des valeurs normales. Normales, on considère que c'est entre 4 et 6 moles par litre. Inférieur à 4 moles, on considère que le patient est en hypoglycémie. Supérieur à 6 moles, on peut commencer à parler d'hyperglycémie. Maintenant, pour avoir un diagnostic, il faut avoir 7 moles et plus à jeun. Il est normal pour tout individu non diabétique de pouvoir atteindre des valeurs supérieures à 7, tout particulièrement après un repas. Okay? Donc, le temps que l'insuline soit sécrétée et qu'elle fasse son effet, il n'est pas rare que si vous prenez votre glycémie, par exemple, 10 minutes ou 15 minutes après votre repas, que votre glycémie soit, par exemple, à 8. Sauf que quand vous allez être à jeun, elle ne sera pas à 8. Elle va être redescendue dans des valeurs normales entre 4 et 6, ce qui ne se produit pas chez les personnes diabétiques. Le diabète type 1 ne se guérit pas. Il va se contrôler. Donc, lorsque vous avez le diagnostic, c'est à vie. Maintenant, le traitement va dépendre de plusieurs facteurs. Ça va dépendre de votre âge, de votre poids, de votre niveau d'activité et de vos niveaux de stress aussi. Mais en général, ce que l'on va recommander, c'est ceci. Donc, on va commencer avec un plan d'alimentation personnalisé. Donc, vous comprendrez qu'étant donné que c'est le glucose qui est la problématique, bien, on va essayer d'instaurer avec des diététistes puis des nutritionnistes un plan alimentaire qui va réduire les concentrations en glucose et qui va permettre aussi souvent une perte de poids si il y en avait une. On va regarder aussi l'activité physique. Donc, l'activité physique, ce que l'on se rend compte, c'est que non seulement ça l'aide à perdre du poids, mais ça augmente également la sensibilité à l'insuline. Donc, tantôt, on parlait de résistance à l'insuline. On disait que les récepteurs fonctionnaient moins bien, que souvent aussi, c'était une question de circulation sanguine périphérique qui était déficiente. Donc, l'activité physique va permettre tout ça, d'augmenter la sensibilité des récepteurs à l'insuline et permettre une meilleure circulation sanguine en périphérie également. Il faut faire attention aussi parce que l'activité physique est également perçue par le corps comme un stress, parce que quand on demande plus, ça demande plus d'énergie aussi. Donc, une trop grande activité physique pourrait déclencher les mécanismes que l'on souhaite éviter, comme par exemple la néoglucogénèse, une surproduction de cortisol qui amène tout ça ici, OK? Fait que l'activité physique doit être dosée, il ne faut pas non plus tomber dans les extrêmes. Une bonne gestion du stress aussi, parce que quand on est stressé, alors si on est stressé sur une courte période, et courte période ici, j'entends par 24 à 48 heures, on va sécréter davantage d'adrénaline. L'adrénaline est capable de faire la même chose que le glucagon, c'est-à-dire que l'adrénaline est capable d'aller dans votre foie et de libérer vos réserves de glycogène, OK? Donc, c'est sûr et certain que si je libère plus de glucose dans ma circulation sanguine sans avoir plus d'insuline, ben, je viens d'aggraver ma problématique. Même chose si je suis sur un stress qui est sur une plus longue période, donc qui dépasse les 48 heures, l'adrénaline va être remplacée par le cortisol, également appelé l'hormone du stress, comme vous avez vu en biologie. Et le cortisol va entraîner lui aussi de la néoglucogénèse et l'augmentation de votre glycémie, chose que vous ne voulez pas puisque déjà, étant diagnostiqué diabétique, vous avez de la difficulté à contrôler vos niveaux de glucose. Donc, on va vous encourager à faire de la méditation puis à éviter tout stress. Maintenant, le traitement de choix pour le diabète type 1, étant donné qu'il n'y a plus d'insuline produite par le pancréas, les patients vont devoir se faire des injections d'insuline quotidiennes et ce, jusqu'à la fin de leur jour. Diabète type 2, c'est le plus fréquent
Dans 90% des cas, c'est ce diabète-là qui affecte la population. Généralement, c'est une population qui est un peu plus âgée, donc 40 ans et plus. Malheureusement, vu la détérioration, je vous dirais, de la santé générale de la population, on commence à diagnostiquer du diabète type 2 chez des gens beaucoup plus jeunes, chez des enfants, des adolescents, début vingtaine. Et vous allez le voir un peu plus loin, diabète type 2 est beaucoup associé au surpoids. Donc, diabète type 2, ce qui se produit, c'est qu'on a une production d'insuline, mais qui est insuffisante. Alors, diabète type 1, on n'en a pas du tout. Fini, fini, fini. Alors que diabète type 2, il y en a, mais pas assez. Et souvent, ça s'explique tout simplement par, ça commence par une mauvaise alimentation. Alors, dans notre alimentation, qu'est-ce qui se produit? C'est qu'on consomme beaucoup plus de glucose que ce qu'on en a besoin en réalité pour fonctionner. Alors, ce qui va se produire, c'est que les quantités d'insuline qu'on devrait produire à la normale vont être tous à la hausse. Et quand je me mets à fabriquer beaucoup plus d'insuline pour être capable de gérer l'extra de glucose que j'ai ingéré, bien, inévitablement, je fais travailler mon pancréas beaucoup plus fort. Et arrive un certain temps où mon pancréas est fatigué et décide que lui, il ne produit plus autant d'insuline qu'il devrait pour continuer à gérer ce surplus de glucose que j'ai constamment. Alors, ça, c'est ce qui va déclencher votre diabète type 2. Et évidemment, si j'ai consommé pendant des années un surplus de glucose, bien, ce surplus de glucose-là a été stocké et c'est ce qui explique le surplus de poids. Il va aussi également y avoir la résistance à l'insuline. Alors, la résistance à l'insuline, on l'a déjà vu, donc c'est un mauvais fonctionnement au niveau des récepteurs et souvent associé à une mauvaise circulation périphérique. Les causes du diabète type 2, il y en existe plusieurs, mais ce qu'on se rend compte, c'est que c'est souvent une combinaison de la liste énumérée ci-bas. Par contre, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il existe des populations qui sont plus à risque de développer la maladie diabète type 2, dont les peuples autochtones, les hispanophones d'Amérique, les Asiatiques, les populations d'origine africaine. Et les scientifiques vont l'expliquer par l'explication suivante, c'est que les Occidentaux, ça fait déjà plusieurs siècles qu'on est exposé au sucre. Donc, tranquillement, pas vite, on a ajouté dans notre alimentation du sucre, puis on a augmenté graduellement les quantités. Alors que ces peuples-là, souvent, ce qui se produit, c'est qu'ils ont été exposés à notre type d'alimentation. Ça fait environ 40-50 ans, gros maximum. Alors, leur organisme n'a pas eu le temps de s'acclimater et de s'habituer à des trop grandes quantités de sucre comme ça. Alors, c'est pour cette raison-là, en tout cas, c'est l'hypothèse que les chercheurs émettent, pourquoi ils sont beaucoup plus sensibles et beaucoup plus rapides à développer du diabète type 2 que les Occidentaux. Il y aurait certains facteurs génétiques qui rentreraient en ligne de compte. On aurait identifié certains types de gènes qui pourraient favoriser l'apparition de la maladie. Mais là encore, c'est assez difficile de comprendre puis d'identifier les mécanismes précis puis quelles combinaisons et tout. Par contre, ce que l'on sait, c'est que si vous avez quelqu'un dans votre famille qui a déjà un diagnostic de diabète, que vous avez 40 ans et plus avec un surplus de poids, vous êtes fortement à risque de développer un diabète type 2. Les symptômes du diabète type 2 diffèrent légèrement du diabète type 1. En fait, au tout début, ça peut être tellement mineur que ça passe inaperçu. Donc, on estime que ça prend à peu près 7 ans en moyenne pour qu'un diagnostic soit posé par un médecin parce que les patients ne vont pas nécessairement aller consulter parce qu'ils se sentent plus fatigués. Okay? Donc, les signes et symptômes, on a encore ici de la polyurie, donc dû au même phénomène, étant donné que les quantités de sucre dans la circulation sanguine sont plus élevées, ça amène un mouvement osmotique de l'eau vers les vaisseaux sanguins, donc on va se mettre à uriner davantage. Évidemment, si j'urine davantage, je vais avoir de la polydipsie, donc je vais avoir soif et je vais boire plus. Il va y avoir de la fatigue. Par contre, remarquez ici, je n'ai pas la polyphagie. Donc, la sensation de faim ne sera pas nécessairement là et c'est facilement explicable. C'est que, étant donné que
J'ai de l'insuline, mais pas suffisamment. Alors, l'insuline qu'on a en petite quantité, on va l'utiliser pour pouvoir prendre le glucose dans la circulation sanguine et aller nourrir les cellules. Par contre, l'excédent de glucose qui aurait dû être stocké, soit dans le foie, les graisses et les muscles, ne pourra pas être fait. Donc, tout ce qui est en excédent et devrait être stocké va rester dans la circulation sanguine parce qu'il n'y aura pas assez d'insuline pour être capable d'aller le stocker. Alors, vos cellules sont nourries. Alors, c'est pour ça qu'elles n'envoient aucun signal de famine à votre cerveau. Par contre, votre glycémie augmente parce que le stockage n'est plus possible. Alors, la polyphagie ne sera pas là. Par contre, on va remplacer ça par de l'hyperglycémie hyperosmolaire non cétosique. Alors, c'est-à-dire que je vais encore avoir cette espèce de mouvement d'osmose. Par contre, je n'aurai pas de production de corps cétonique, étant donné que mes cellules sont nourries, ça ne déclenchera pas de processus de néoglucogénèse comme dans le diabète type 1. Donc, je n'aurai pas de production de corps cétonique. Alors, les traitements pour le diabète type 2, même chose, on va s'assurer que le patient comprenne bien ce qu'est des bonnes habitudes alimentaires et comment faire pour pouvoir venir diminuer le nombre de glucose qui est ingéré par jour. On va lui demander également de faire de l'activité physique. Tout particulièrement, lui, qu'est-ce qu'on voudrait, c'est qu'il perde du poids. Étant donné que la prise de poids est possiblement à la base de son diabète type 2, ben, c'est ce que l'on veut venir gérer. On va lui demander également aussi d'essayer de diminuer son stress au maximum. Et la différence avec le traitement pharmacologique chez les diabètes type 2, c'est qu'eux, ils peuvent prendre des hypoglycémiants oraux. Là, comprenez bien que les hypoglycémiants oraux peuvent être pris uniquement si je fabrique encore de l'insuline. S'il n'y a aucune insuline disponible, on ne donne pas d'hypoglycémiants oraux. Maintenant, ça arrive que le diabète type 2 dégénère tellement pour toutes sortes de raisons, parce que les patients ne changent pas leur habitude de vie, parce qu'ils ne perdent pas de poids, parce que le pancréas continue à s'épuiser. Donc, ça va arriver que vous allez rencontrer des patients qui vont vous dire « Oui, moi j'ai un diabète type 2 » et qui vont prendre non seulement des hypoglycémiants oraux, combinés à des injections d'insuline quotidiennes aussi. Donc, comme 80% des personnes diabétiques de type 2 souffrent d'un surplus de poids ou sont obèses, ben, tout réside dans la prévention. Il faut comprendre aussi que le diabète type 1, tantôt, je vous disais que ça ne se guérit pas, ça fait que se contrôler. Par contre, il n'est pas rare que diabète type 2, quand les gens changent leur habitude alimentaire, se mettent à faire de l'exercice et perdent leur surplus de poids, le diabète type 2 disparaît. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin de prendre des hypoglycémiants oraux pour pouvoir contrôler leur glycémie. Ils l'ont fait par des moyens, si je peux dire, naturels. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas à risque que ça revienne si malheureusement ils reprennent leurs vieilles habitudes et reprennent un surplus de poids. Alors, c'est pour ça qu'on vise beaucoup sur l'alimentation et ce que les patients vont ingérer comme quantité de glucose. Donc, quand on conseille les patients dans leur nutrition, ce que l'on veut le plus possible, c'est d'éviter ce que l'on appelle des pics d'insuline. Un pic d'insuline, c'est quand votre pancréas va produire des grandes quantités d'insuline sur une courte période de temps. Et ça va se produire lorsque vous allez ingérer des grandes quantités de glucose dans une courte période de temps. Alors, souvent, ce qu'on va suggérer aux patients, c'est de commencer à augmenter leur quantité de fibres dans leur alimentation. Alors, les fibres, on retrouve ça dans les légumes beaucoup et les fruits. Donc, les fibres, ce que ça va venir faire, c'est que ça va ralentir l'absorption du glucose au niveau intestinal. Donc, au lieu d'être absorbé, je vous donne un chiffre, là, mettons en 30 minutes, bien, ça va peut-être être absorbé sur 2 heures. Donc, ce que ça va faire, c'est qu'il y a des petites quantités de glucose qui vont être absorbées tranquillement, ce qui va faire que vous allez simplement produire des petites quantités d'insuline sur une plus longue période. Donc, ça l'aide aussi à avoir un meilleur contrôle de la glycémie, donner de moins grandes doses
en insuline et en hypoglycémia oraux. Donc, ça, c'est un avantage. Maintenant, pour être capable de contrôler les quantités de glucose qu'on va ingérer dans notre alimentation, il faut être capable de lire les étiquettes nutritionnelles sur chacun des produits. Donc, si on regarde ici sur cette étiquette-là, à votre gauche, c'est une étiquette de jus d'orange. Donc, dans 250 ml, qui est un petit verre, vous avez 29 grammes de glucides. Juste comprendre que ce qu'on recommande, puis ça c'est pour tout le monde, hein, c'est pas juste pour un diabétique, là. Pour tout le monde, on recommande d'avoir environ, idéalement maximum, 20 grammes de glucides par repas. Donc, c'est assez rare que quelqu'un va simplement déjeuner avec un petit verre de jus d'orange. En général, les gens, ce qu'ils vont avoir, c'est un verre de jus d'orange, une toast, puis ils vont mettre dessus du beurre de peanut. Fait que si on regarde ça rapidement, une tranche de pain contient environ 20 grammes de glucides. Pas de beurre de peanut, c'est assez rare que les gens vont acheter le beurre de peanut naturel sans sucre. Donc, ils vont acheter celui avec sucre. Donc, il y a facilement 20 grammes aussi sur ce que vous allez mettre dessus. Puis là, encore là, ça dépend. 20 grammes, c'est souvent une cuillère à soupe. Alors, c'est pas rare que les gens en mettent deux. Mais mettons que vous êtes raisonnable, puis que vous n'aviez mis rien qu'une, et que vous avez consommé un verre de jus d'orange. Fait que là, grosso modo, on est rendu à presque 70 grammes de glucides en un seul repas, alors que ce qu'on vous recommandait, c'était 20 grammes maximum. Et là, tout au cours de la journée, ça va s'ajouter parce que les gens vont rajouter des boissons gazeuses, comme par exemple, à côté, je vous ai mis un Coca-Cola, 39 grammes. Donc, le sucre et les glucoses, on le retrouve dans plein de choses. Malheureusement, les gens ne savent pas lire les étiquettes ou ne prennent pas le temps de calculer. Et c'est là qu'on se retrouve avec un surplus de glucose, plus que ce que on a besoin, et qu'on se met à l'emmagasiner et que le surplus de poids apparaît et que l'hypertension apparaît, l'hypercholestérolémie, etc. Parce que le surplus de glucose qu'on fait pour l'entreposer, c'est qu'on va le transformer en lipides. Donc, ça va amener plein d'autres problématiques, dont finalement le fameux diabète type 2 à des âges de plus en plus jeunes. Diabète de grossesse, je fais un bref survol. Alors, diabète de grossesse, c'est comme un diabète type 2. Ça va survenir au 2e et au 3e trimestre. Les causes et toutes, vous allez voir ça en physiopathologie 2 ou en physiopathologie 3 lorsque vous allez aborder tout l'aspect de la grossesse avec l'accouchement. Juste comprendre que souvent, ce qui va se produire, c'est qu'une fois que la femme a eu un premier diabète de grossesse, les grossesses suivantes, il va revenir et elle est à risque même par la suite d'avoir un diabète type 2. Donc, les signes et symptômes, la même chose, donc polydipsie, polyurie, de la fatigue, des céphalées. Souvent, c'est des signes et symptômes qui vont passer inaperçus tout simplement parce qu'ils peuvent être associés à la grossesse même, comme par exemple la polyurie, étant donné que le fœtus, au fur et à mesure qu'il grossit, prend de la place, fait pression sur la vessie. Donc, les femmes enceintes vont souvent dire hey, « Colin, écoute, je suis une pisse minute, je suis tout le temps aux toilettes. » Fait que, ils vont pas nécessairement se plaindre de ça à leur médecin, donc des fois, ça passe inaperçu. Maintenant, de plus en plus, les médecins sont alertes par rapport à cette problématique-là. Alors, si la femme présentait déjà des facteurs de risque à développer un diabète type 2 avant même sa grossesse, ils vont tester d'emblée pour être sûr de pouvoir prévenir parce que ça amène également des complications chez le bébé. Donc, en résumé, diabète, impossible de guérir du diabète type 1. Diabète type 2, il peut y avoir une rémission. Le traitement vise à éviter l'acidocétose chez les diabétiques type 1 et tous les autres signes et symptômes d'hyperglycémie. Un régime alimentaire équilibré est à la base du traitement. Maintenant, au niveau de la pharmacologie, on peut soit donner des injections d'insuline, ce qui s'appelle l'insulinothérapie, ou des hypoglycémias oraux. Et évidemment, on encourage fortement les patients à faire de l'exercice. Donc, dans quelle occasion on va utiliser l'insuline? Alors, l'insuline, c'est pour le traitement du diabète type 1.
Ça peut être également utilisé pour un diabète type 2, comme que je disais tantôt, quand c'est vraiment mal contrôlé puis qu'il y a vraiment une aggravation de la pathologie. Sinon, ça pourrait aussi être des diabètes type 2 qui sont moindrement bien contrôlés, mais qui, pour une raison X, ils ont un stress accru. Un stress accru, ça pourrait être dû soit à une infection, une chirurgie. Donc, ça veut dire que pendant un certain moment, pendant quelques jours ou peut-être quelques semaines, ils vont devoir rajouter à leur traitement des injections d'insuline qu'ils vont pouvoir retirer à partir du moment où ce stress-là va être fini. Bon, comment les injections d'insuline fonctionnent? Ça fonctionne avec ce que l'on appelle une échelle d'adaptation des doses d'insuline. Alors, quand le patient va recevoir sa médication, le médecin va avoir déterminé une échelle. Et cette échelle-là va probablement varier un peu parce que je vous dirais que les injections d'insuline, c'est beaucoup du essai-erreur, OK? Fait que chaque patient est différent, donc chaque patient n'aura pas nécessairement la même dose. Ça va dépendre de comment il va réagir à l'insuline et tout. Donc, le patient doit prendre sa glycémie avant chaque injection d'insuline. Pourquoi? Parce qu'avec l'échelle ici, votre taux de glycémie va concorder avec la dose que vous devez administrer. Donc, si par exemple, je prends ma glycémie et que j'ai une glycémie à 11, alors je vais ici dans mon échelle entre 10,1 et 12, ça concorde à ma glycémie à 11. Si je continue vers la droite, je vois que je devrais administrer 4 unités. Maintenant, ça doit tenir compte également des repas ou des efforts que je vais faire. Alors, ça veut dire que si, par exemple, je prévois faire une activité physique, donc une longue randonnée en montagne, bien, on a vu tantôt que l'activité physique, ça augmentait la sensibilité des récepteurs et que ça diminuait la résistance à l'insuline. Donc, ça veut tout simplement dire que si je m'en vais faire une activité physique, mes doses en insuline devraient être diminuées pour éviter que j'ai une hypoglycémie. Même chose, si je décide d'aller dîner à la cabane à sucre versus de me faire un petit poulet frit, mes doses d'insuline ne seront pas pareilles parce que les quantités en glucose que je vais ingérer risquent d'être beaucoup plus importantes à la cabane à sucre. Donc, ma dose en insuline, je vais donner un peu plus si je prends un repas à la cabane à sucre que si je mange mon petit poulet rôti. Donc, petit récapitulatif rapide sur l'insuline produite par les cellules B du pancréas. Si elle n'est pas présente, ce que ça va venir faire, c'est que ça va déclencher les processus de néoglycogénèse. Donc, on va commencer à convertir nos protéines en glucose, nos lipides aussi. Alors, les concentrations de lipides dans la circulation sanguine vont augmenter puisque ça va être notre deuxième source d'énergie. Et évidemment, on va se mettre à fabriquer plus de corps cétoniques. Donc, on va avoir de la cétose qui pourrait amener de l'acidose. Tout ça pour vous dire que souvent, les patients qui sont nouvellement connus diabétiques et qui commencent à utiliser de l'insuline, lorsqu'ils sont en période de jeûne, c'est-à-dire que suite à une maladie, une infection ou banalement une gastro, souvent ce qu'ils vont faire, c'est qu'étant donné qu'ils ne mangent pas, ils se disent, bien, si je ne mange pas, je n'ai pas besoin d'insuline. Il faut comprendre qu'en période de jeûne, le corps déclenche tous les mécanismes qu'on vient d'énumérer, la néoglycogénèse et tout, parce qu'étant donné qu'il n'y a pas d'énergie qui rentre par le système digestif, on va utiliser nos réserves. En utilisant nos réserves, on produit notre propre glucose. Donc, que le glucose vienne de l'extérieur ou vienne de nos réserves, il est présent et a besoin également d'insuline pour pouvoir aller dans les cellules. Donc, les patients qui, par exemple, auraient une gastro et qui cessent de prendre leur insuline pendant 24 heures vont se mettre à mal filer et quand vous prenez leur glycémie, bien, ils sont rendus à 20, à 25. Puis là, bien, ils ne comprennent pas. Il faut juste leur expliquer que c'est important que même s'ils sont à jeun et qu'ils ne mangent pas, ils doivent continuer régulièrement à prendre leur glycémie et à s'injecter l'insuline selon l'échelle. Vous allez voir dans un prochain tableau, il existe plusieurs sortes
d'insuline, OK? Maintenant, ce qui va faire en sorte que on va en choisir une plutôt qu'un autre, bien, ça va dépendre des fluctuations quotidiennes de notre glycémie, de la réaction à l'insuline qu'on a, et ça, c'est vraiment individuel à chaque patient. Mais de façon générale, on va choisir une insuline en fonction des 3 facteurs ici présents. Son début d'action, le pic et sa durée. L'insuline, il va y avoir plusieurs injections par jour. Alors, c'est important de varier de façon méthodique les sites d'injection et c'est des injections qui sont sous-cutanées. Pourquoi? Parce que ça pourrait amener des problématiques de lipohypertrophie. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, l'hypohypertrophie, c'est un gonflement et un durcissement de la peau qui fait en sorte que ça rend imprévisible l'action de l'insuline. Donc, si je continue constamment à injecter au même endroit, ce qui va se produire, c'est que l'insuline va être absorbée soit de façon beaucoup plus lente dans cette région-là. Et des fois, ce que on va voir aussi, c'est que, tout d'un coup, ça a pris plus de temps à être absorbé, mais quand elle l'est, ça fait comme un pic. Donc, ça la rend l'action de l'insuline est excessivement imprévisible. Donc, si vous allez à la page 1498 de votre guide des médicaments, vous avez tous les endroits où les patients peuvent faire des injections sous-cutanées, puis comment les varier pour éviter le plus possible la lipohypertrophie. Ici, je vous ai fait un tableau résumé des différentes insulines. Alors, il y a ce que l'on appelle des insulines prandiales et des insulines basales. Alors, lorsqu'on parle d'une insuline prandiale, c'est une insuline qui a pour fonction de régulariser la glycémie par rapport au glucose qu'on a ingéré lors d'un repas. Alors, les insulines prandiales vont être données en bolus avant un repas. Souvenez-vous, un bolus, c'est une injection en un temps d'un principe actif. Okay? Donc, les injections pour l'insuline se font toujours sous-cutanées. Maintenant, les insulines que l'on dit basales, ce sont des insulines qui ont une fonction de maintenir la glycémie à la normale entre les repas. Parce que lorsque l'on ne mange pas, notre glycémie diminue. Finalement, il va y avoir sécrétion de glucagon afin qu'elle reste dans les valeurs normales. Donc, il va y avoir une libération de notre glucose via nos réserves. Mais ce glucose-là va faire augmenter la glycémie qui, elle, va provoquer en temps normal une production d'insuline. Maintenant, parce qu'on n'en produit pas ou qu'on n'en produit pas assez, bien, il va falloir en donner. Alors, l'insuline basale, c'est pour entre les repas et durant la nuit aussi. Maintenant, quelles sont les insulines prandiales et basales? Donc, vous allez vous faire une petite accolade à côté de l'insuline action très rapide et action rapide. Ce sont deux insulines qui sont prandiales. Vous allez vous faire une deuxième accolade. Action intermédiaire, action rapide intermédiaire, action lente, action prolongée, ce sont tous des insulines dites basales. Maintenant, comment je peux faire la différence rapidement en regardant un flacon d'une insuline rapide versus intermédiaire, lente ou prolongée? Alors, sachez que les insulines à action très rapide et rapide, le liquide est limpide, clair, versus toutes les insulines à action intermédiaire, lente ou prolongée, sont brouillées. Donc, c'est la façon de les différencier rapidement. Je porte votre attention au milieu du tableau où vous avez une insuline qui est appelée action rapide / intermédiaire. Ça veut dire qu'on a fait un mélange. C'est ce qu'on appelle des insulines pré-mélangées. Donc, elles contiennent une insuline rapide dite prandiale ainsi qu'une insuline intermédiaire dite basale. Ce tableau-là ici n'est pas à apprendre par cœur, mais ça vous donne une bonne idée du début d'action du pic et de la durée de chaque insuline et ça va vous aider à comprendre comment on vient qu'à choisir les insulines qu'on va s'injecter tout au cours de la journée.
Il existe plusieurs patrons d'injection d'insuline. Fait qu'on va commencer par le régime pré-mélangé. Donc, le graphique, dans le fond, ce que ça vous illustre, c'est l'heure du déjeuner, dîner, souper et le coucher. Et dans les différentes courbes ici, les courbes bleues représentent des injections d'insuline rapides. Les cercles rouges, ce sont l'endroit où les injections vont se faire, donc à quelle heure. Donc ici, le matin, on a une première injection au déjeuner d'une insuline rapide. Donc, ce que vous voyez avec la courbe, c'est mon injection, ma période d'absorption, j'ai mon pic ici, tranquillement pas vite, avec la demi-vie, je vais me retrouver jusqu'à une élimination complète de l'insuline. Alors, dans le tableau précédent, vous aviez tous les valeurs de chaque insuline, donc leur début d'action, le pic et leur durée. Par la suite, vous allez avoir une deuxième injection ici sur l'heure du souper. Maintenant, regardez, on a fait du pré-mélangé. Ça veut dire qu'on a mélangé deux types d'insuline. On a mélangé une insuline rapide avec une insuline intermédiaire. Donc, l'insuline intermédiaire a été mélangée dans la même seringue que l'insuline rapide. Alors, c'est pour cette raison-là que j'ai qu'une seule injection contenant deux types d'insuline différentes. Alors, la courbe de l'insuline intermédiaire, on la voit avec les petits pointillés ici. Alors, vous pouvez voir que, dans le fond, votre insuline intermédiaire va venir gérer votre repas du midi parce que sur l'heure du dîner, il n'y aura pas d'autre injection d'insuline et la durée de votre insuline rapide n'est pas suffisamment longue pour pouvoir couvrir le fait que vous allez ingérer des glucides ici. Alors, c'est votre insuline intermédiaire qui prend la relève pour le dîner. Par la suite, étant donné que votre insuline intermédiaire commence à diminuer et que son effet thérapeutique diminue par le fait même, il va y avoir une autre injection sur l'heure du souper, encore une fois mélangée. Ça va être de l'insuline rapide avec de l'intermédiaire. Alors, votre rapide va gérer votre glycémie après votre souper et votre intermédiaire va gérer votre glycémie durant votre sommeil. Parce que comprenez que quand vous dormez, vous êtes au moins environ 8 heures sans manger. Alors, 8 heures qui est considéré comme un jeûne. Alors, dans ce 8 heures-là, votre organisme va déclencher des processus tels que la néoglucogénèse pour libérer soit de vos lipides ou de vos réserves de glycogène pour pouvoir maintenir votre glycémie, puisque dans le sommeil également, c'est le moment de la journée où votre corps va se régénérer. Donc, dans la régénération, on a besoin d'énergie aussi. Alors, s'il n'y a pas d'insuline disponible durant cette période-là, votre glycémie va tout simplement monter et le corps ne pourra pas utiliser cette énergie-là pour la réparation. Donc ça, je vous dirais, dans ce patron-là, vous avez 2 injections uniquement par jour. Je vous dirais que c'est le rêve de tout diabétique. En fait, non, c'est pas tout à fait vrai. Le rêve de tout diabétique, ça serait d'avoir ce que l'on appelle une pompe à insuline. Alors, une pompe à insuline, c'est un petit cathéter qui est mis via un cathéter sous-cutané qui est inséré dans la peau de l'abdomen et qui est relié par une petite tubulure dans une pompe qui contient de l'insuline. La pompe, elle est programmée et va injecter de petites quantités d'insuline en continu. C'est ce qui permet actuellement le meilleur contrôle de la glycémie, qui évite les hypoglycémies, les hyperglycémies entre les repas et tout. Maintenant, la pompe à insuline n'est malheureusement pas défrayée par l'assurance maladie. Donc, comme c'est quelque chose qui coûte très cher, c'est pas tout le monde qui peut se l'offrir. Alors, si vous êtes un diabétique et que vous pouvez pas vous offrir la pompe à insuline, je vous dirais que ce patron-là ici, c'est le patron rêvé. Pourquoi? Parce que vous avez seulement 2 injections par jour. Maintenant, on a dit dans le début du PowerPoint que les hypoglycémies chez les diabétiques étaient une complication à la médication. Ce n'est pas relié à la maladie. Alors, une hypoglycémie va survenir si, par exemple, je me suis donné des trop grandes quantités
d'insuline par rapport à mon ingestion de glucose. Alors, quand je regarde le schéma ici, il est possible de voir deux endroits où des hypoglycémies seraient possibles. Donc, le premier, ça serait après le déjeuner. Maintenant, pourquoi? Alors, ça veut tout simplement dire que si, par exemple, je prends de l'insuline rapide, alors l'insuline rapide, normalement, on va l'administrer 30 minutes avant notre repas pour que pendant qu'on mange, on soit déjà pas mal dans notre pic et que ça commence à faire effet. Malheureusement, ça arrive quelquefois que les diabétiques vont se donner une injection, puis pour X raison, il arrive quelque chose et le repas est retardé. Alors, c'est sûr que si je retarde le repas, bien, l'insuline va quand même faire effet. Donc, le glucose qui va être actuellement dans la circulation sanguine va être utilisé pour nourrir les cellules ou bien stocké. Donc là, je risque d'avoir une hypoglycémie quelque part ici si je n'ai pas mangé. Si j'ai mangé, l'hypoglycémie sera pas là, OK? Fait que c'est seulement si j'ai pris mon insuline et que 30 minutes après, j'ai pas mangé. Un autre endroit dans ce graphique-là où l'hypoglycémie est possible, c'est ce que l'on appelle des hypoglycémies nocturnes. C'est-à-dire que j'ai pris une insuline rapide mélangée avec de l'intermédiaire au souper. Alors, le pic de l'intermédiaire, voyez-vous, se fait durant la nuit. Donc, c'est pour ça que c'est ultra important. On dit à tous les diabétiques qu'au coucher, ils devraient consommer une collation, justement pour être certain que leur glycémie soit assez élevée pour que quand durant la nuit, le pic de l'insuline intermédiaire va faire effet, que ça revienne à une glycémie dans des valeurs normales et pour éviter l'hypoglycémie. Alors, dans ce schéma-là, il y a deux possibilités d'hypoglycémie, soit après une injection d'une insuline qui était dite, souvenez-vous, prandiale, hein, qui était pour gérer le glucose en provenance des repas. Alors, si je me l'injecte et que je ne mange pas, c'est sûr qu'il va y avoir une hypoglycémie ou bien une hypoglycémie nocturne due à l'insuline intermédiaire, tout particulièrement si les patients ont oublié au coucher de prendre leur collation. Le deuxième patron d'injection d'insuline s'appelle le régime divisé-mélangé. Si vous le regardez rapidement, vous pouvez même vous dire que c'est la même chose que le premier qu'on vient de voir. En fait, la seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir seulement deux injections, on en a une troisième. Alors, la première injection, comme le premier, au déjeuner, va être un mélange d'insuline rapide et intermédiaire. Ensuite de ça, au souper, on va avoir une deuxième injection, mais si vous voyez ici, d'une insuline rapide seulement. Et l'insuline intermédiaire pour pouvoir gérer la glycémie durant la nuit va être donnée au coucher plutôt qu'en même temps que la rapide sur l'heure du souper. Et pourquoi on fait ça? C'est qu'il y a certains patients qui, lorsqu'ils prennent leur insuline intermédiaire sur l'heure du souper, puisque le pic de l'insuline intermédiaire est plus ou moins au milieu de la nuit, ils font, malgré le fait qu'ils consomment une collation au coucher, ils font quand même des hypoglycémies. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement repoussé notre administration d'insuline intermédiaire, mais au coucher. Comme ça, le pic est plus sur les petites heures du matin. Donc, moins de risque de faire d'hypoglycémie ici, mais j'ai quand même une action de mon insuline intermédiaire qui va avoir lieu durant la nuit. Ça pourrait même arriver que certains matins, l'individu prenne sa glycémie ici et souvenez-vous, ça marche avec des échelles et peut-être que sa glycémie serait assez basse pour ne pas avoir à se donner de l'insuline rapide. Donc, à ce moment-là, il va tout simplement réenchaîner avec une autre insuline intermédiaire et au courant de la journée vers le souper, il va voir si oui ou non il y a besoin d'une autre injection
d'insuline rapide. Alors, ce schéma-là ressemble à l'autre, sauf que j'ai 3 injections au lieu de 2. Maintenant, encore une fois, les moments où les hypoglycémies sont possibles, alors ça serait encore une fois si je me suis administré 30 minutes avant le repas mon insuline rapide et que je ne mange pas. Alors, il y a une possibilité d'hypoglycémie ici, donc 30 minutes après l'ingestion, s'il n'y a pas eu consommation du repas. Et la deuxième hypoglycémie qui pourrait être possible, ça serait sur l'heure du déjeuner ou légèrement avant si je ne mange pas ce matin-là. Donc, pour pouvoir venir gérer le pic de mon insuline intermédiaire. Donc, c'est les 2 endroits possibles. Alors, la première, toujours après une première injection pour gérer le repas, si j'ai pas mangé. Et la seconde, ça serait sur les petites heures du matin ou sur l'heure du déjeuner, là, très, très proche. Donc, comme qu'on a vu précédemment, le choix des insulines va beaucoup dépendre de la réaction du patient face à ces insulines-là. Donc, contrairement aux autres patrons que l'on a vus où le repas du midi, donc le dîner, était géré par une insuline intermédiaire. Certains patients, l'insuline intermédiaire ne sera pas suffisante pour pouvoir garder leur glycémie dans des valeurs suffisamment normales suite à l'ingestion d'un repas. Donc, on va changer le patron et c'est ce que l'on appelle un patron prandial HS. Étant donné qu'il va y avoir une injection d'insuline avant chaque repas, donc c'est une insuline prandiale qui est dite soit très rapide ou rapide, qui va vraiment gérer la période du repas. Maintenant, pour gérer durant la nuit la glycémie, ça va être une insuline intermédiaire donnée au coucher. Bien entendu, au coucher, il y a toujours ingestion d'une collation pour éviter le plus possible une hypoglycémie. Maintenant, dans ce type de patron-là, les hypoglycémies possibles sont toujours la même chose. Donc, suite à une injection d'une insuline, par exemple prandiale, qui n'est pas suivie d'un repas, donc c'est sûr certain qu'il va y avoir une hypoglycémie. Et vu que j'ai une intermédiaire au coucher, ben, il y aurait une possibilité d'une hypoglycémie soit sur les petites heures du matin ou sur l'heure du déjeuner si le patient ne déjeune pas. Donc, dans ce patron-là, on se retrouve avec 4 injections par jour. Finalement, dans l'un des patrons que vous allez rencontrer le plus souvent aussi, c'est celui du régime basal prandial. Donc, un peu comme le prandial HS, puis en passant, HS, c'est pour au coucher. Donc, celui-là aussi, on va avoir 4 injections. Donc, une injection avant chaque repas d'une insuline qui est très rapide ou rapide. Et finalement, on va avoir une injection d'une insuline prolongée, pas de l'intermédiaire. Prolongée. Donc, la prolongée, souvent, son effet va durer 24 heures. Donc, j'ai un pic beaucoup moins haut, mais ma courbe, elle n'est pas dessinée ici, mais elle va se prolonger jusqu'au déjeuner, dîner, mais très, très faible. Donc, ça permet une meilleure maîtrise de la glycémie entre les repas sans avoir de l'intermédiaire. Donc, encore une fois, les possibilités d'hypoglycémie toujours à la même place, donc suite à l'injection d'une insuline rapide ou très rapide sans être suivie d'un repas. Et il pourrait toujours y avoir une possibilité d'une hypoglycémie durant la nuit, mais je vous dirais que ça va être surtout relié si le patient ne consomme pas sa collation au coucher. Sinon, il ne devrait pas y avoir de problématique puisque la prolongée, la courbe est beaucoup moins importante. Par contre, elle est plus longue. On est maintenant rendu dans les hypoglycémiens oraux. Alors, les hypoglycémiens oraux, ils agissent efficacement à condition que votre pancréas sécrète encore de l'insuline. Donc, vous ne verrez jamais un diabétique de type 1 prendre des hypoglycémiens oraux.
puisqu'il ne sécrète plus d'insuline. Il faut que vous soyez encore capable de produire de l'insuline pour prendre ce type de médicament-là. Il faut comprendre aussi que les hypoglycémies oraux, ce ne sont pas de l'insuline en comprimé. D'ailleurs, l'insuline ne survit pas à l'acidité de l'estomac. Alors, c'est pour ça qu'on n'a pas le choix de faire des injections sous-cutanées, sinon ça serait en comprimé. Donc, ce n'est pas de l'insuline, ce sont différents principes actifs qui vont pouvoir venir jouer dans l'organisme pour aider à régulariser notre glycémie. Puis, on va voir, c'est sur différents aspects. Comprenez que les hypoglycémies oraux sont prescrits lorsque la diétothérapie puis l'exercice physique n'ont pas réussi à équilibrer la glycémie. Donc, les hypoglycémies oraux sont prescrits pour les diabétiques de type 2. On l'a vu tantôt, il y avait possibilité d'avoir une rémission avec un début de diabète type 2 en ajustant son alimentation et en perdant du poids en faisant de l'exercice. Maintenant, dans les faits, c'est souvent beaucoup plus facile pour les gens de prendre une pilule que de changer toute leur habitude de vie. Donc, si on a eu un échec avec les exercices de base et l'alimentation, ben, on va poursuivre avec les hypoglycémies oraux. Donc, je vous ai fait un tableau récapitulatif ici sur les 4 classes d'hypoglycémie oraux. Je vous ai mis des noms commerciaux et génériques qui reviennent le plus souvent, puis on va voir en détail comment chacun d'eux fonctionne. Mais rapidement, voyez-vous, les sulfonylurés, dans le fond, eux autres, ce qu'ils vont venir faire, ils vont venir stimuler la production d'insuline. De là, pourquoi c'est important que vous soyez encore capable de faire de l'insuline, sinon ça ne fonctionnera pas. Les biganines, eux autres, ils vont venir diminuer la production de glucose par le foie. Ils vont augmenter la captation périphérique, donc ils vont aider par rapport à diminuer la résistance à l'insuline. On a également les inhibiteurs de l'alpha-gluconidase qui, eux autres, vont ralentir l'absorption du sucre dans l'intestin. Et finalement, on a la 4e catégorie qui est les diazolidinédiones qui, eux, vont vraiment venir jouer sur la résistance à l'insuline, donc qui vont venir la diminuer. Alors, la première classe, les sulfonylurés, vous pouvez aller à la page 122 de votre guide de pharmacologie. Vous allez avoir un beau petit schéma qui vous explique exactement comment ils fonctionnent. Alors, ces hypoglycémies oraux-là, ils vont réussir à diminuer le sucre sanguin en stimulant votre pancréas à produire de l'insuline. En d'autres mots, ils sortent le fouet puis ils fouettent votre pancréas pour qu'il sécrète plus d'insuline. Comment il va faire ça? Alors, de façon naturelle, l'insuline vient qu'à être produite par les cellules B de votre pancréas grâce au calcium. Donc, quand dans les cellules B, votre entrée de calcium est augmentée, c'est là que votre insuline va être sécrétée. Maintenant, pour réussir à augmenter les concentrations de calcium dans la cellule, il faut bloquer l'entrée du potassium. Et c'est ce que normalement votre ATP fait. Alors, l'ATP vient bloquer vos canaux potassiques et va provoquer leur fermeture. Alors, les sulfonylurés, on pourrait dire qu'ils font la même action que l'ATP. Ils vont venir favoriser la fermeture de vos canaux potassiques pour permettre l'entrée de votre calcium et ainsi augmenter votre sécrétion d'insuline. C'est un médicament qui doit être pris régulièrement, de préférence avant les repas, pour vraiment profiter de son effet maximal. Il pourrait entraîner des hypoglycémies, donc si je prends mon médicament puis que je ne mange pas, ben c'est sûr et certain que si j'ai augmenté ma production en insuline naturelle, il risque d'y avoir une hypoglycémie. Un autre problème associé au sulfonyluré, c'est la photosensibilité. Donc, ça veut dire que vous allez être plus propice à avoir des brûlures dues au soleil que quelqu'un d'autre qui ne prend pas ce type de médicament-là. Alors, il est fortement recommandé aux patients qui prennent des sulfonylurés de mettre de la crème solaire, de porter un chapeau ou des vêtements longs parce qu'ils sont plus susceptibles aux coups de soleil.
Les bigamides, eux, vont venir travailler à diminuer votre glycémie en augmentant l'utilisation du sucre par les cellules. Donc, en d'autres termes, ils vont venir diminuer la résistance à l'insuline en améliorant l'action des récepteurs à cette dernière-là qui créait cette résistance-là. Maintenant aussi, ils vont favoriser la diminution de la production du glucose par le foie. Donc, ils vont rendre un petit peu moins accessible votre glycogène. Maintenant, c'est également un médicament qui doit être pris de façon régulière, idéalement avant les repas, pour pouvoir avoir un bon contrôle de votre glycémie. En plus que si vous ne les prenez pas en mangeant, souvent, ils vont provoquer certains malaises gastriques tels que des brûlements. Ça pourrait également causer de la diarrhée. Les inhibiteurs de l'alpha-gluconidase. Alors, l'alpha-gluconidase, c'est une enzyme qui est présente dans l'intestin grêle et qui a pour fonction de transformer les glucides qu'on ingère en sucre simple, qu'on appelle des monosaccharides. Donc, ça va ralentir l'absorption intestinale des sucres, ce qui va faire en sorte que ça va éviter lors des repas d'avoir des gros pics de glycémie et maintenir une glycémie un peu plus basse puisque le sucre va être absorbé beaucoup plus lentement. C'est un médicament évidemment qu'il faut prendre de façon régulière avant les repas. Malheureusement, comme effet secondaire, souvent ça peut provoquer des inconforts gastro-intestinaux tels que des flatulences. Contrairement aux sulfonylurées et aux biganides, il ne crée pas d'hypoglycémie parce qu'il ne vient pas jouer directement sur la production de l'insuline comme les sulfonylurées, puis il ne vient pas non plus jouer sur l'amélioration de la résistance comme les biganides. Donc, s'il est pris tout seul, il ne crée pas d'hypoglycémie. Tout ce qu'il fait, c'est ralentir l'absorption du sucre au niveau intestinal. Par contre, il est souvent combiné à l'un ou l'autre de ces deux hypoglycémiants-là, le plus souvent les sulfonylurées. Alors, s'il est combiné à cet hypoglycémiant-là, oui, les hypoglycémies sont possibles. Maintenant, comme c'est un inhibiteur de l'enzyme alpha-glucosidase et qu'il ralentit l'absorption du sucre, on ne peut pas donner n'importe quel sucre lorsque je suis en présence d'un patient qui fait une hypoglycémie. Alors, c'est important de regarder la médication et si vous voyez des inhibiteurs de l'alpha-gluconidase, vous devez impérativement donner de l'instaglucose parce que vous allez voir un peu plus loin, il y a possibilité de donner plusieurs choses. Mais si, par exemple, vous donnez du jus d'orange, les sucres qui sont contenus dans le jus d'orange ou juste le sucre blanc ne seront pas absorbés. Alors, l'inhibiteur empêche l'absorption de ces sucres-là. Alors, en cas d'hypoglycémie, ce que l'on veut, c'est justement que le patient puisse absorber rapidement le sucre que je vais lui donner. Alors, l'instaglucose, qui est dans votre trousse de médicaments, a été conçu avec des sucres qui peuvent être absorbés malgré l'utilisation des inhibiteurs de l'alpha-gluconidase. Les thiazolidinediones, ce sont des hypoglycémiens, je vous dirais, qui sont prescrits en dernier recours. Pourquoi? Parce qu'ils ont énormément d'effets indésirables. Au tout début du traitement, vont provoquer beaucoup de nausées, d'anorexie, des crampes abdominales qui finissent avec le temps par s'estomper. Ils ont beaucoup d'interactions médicamenteuses avec d'autres types de médicaments tels que la warfarine, propanolol, tout ce qui est salicylate, des antidépresseurs. Et la problématique, c'est des hypoglycémies. Donc, lorsque on les combine à ces médicaments-là. Ils ont aussi un impact sur le système cardiovasculaire et ce qu'on a dénoté, c'est que ils pouvaient amener des cardiopathies ischémiques ou même les aggraver chez les patients qui en avaient déjà. Alors, c'est très important. Le médecin doit aviser le patient qu'il y a des risques au niveau cardiovasculaire. Ils peuvent également venir contrecarrer l'effet de certains anovulants. Donc là, les risques de tomber enceinte sont plus grands si on n'utilise pas un autre moyen de
contraception. Donc, dans le fond, les thiazolidinidiones, ce qu'ils font, c'est que ils viennent simplement augmenter la sensibilité à l'insuline dans les muscles et les tissus adipeux. Donc, eux autres, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont favoriser le stockage. Donc, quand je vous ai parlé de l'insuline et des hypoglycémias oraux, je vous ai parlé d'une complication qui est l'hypoglycémie. Alors, l'hypoglycémie, qu'est-ce que c'est? C'est que lorsque vous mesurez votre glycémie sanguine et que vous avez moins de 4 moles par litre, on considère que vous êtes en hypoglycémie. C'est-à-dire que votre taux de sucre n'est pas suffisant pour que ça soit viable. Maintenant, l'hypoglycémie, elle est due à quoi? Elle peut être due à des doses d'insuline qui sont trop fortes. Ça pourrait tout simplement être dû aussi à des doses d'insuline qui ont été administrées mais sans être suivies d'une alimentation. Ça peut être dû au stress. Ça peut être dû à une activité physique intense. Donc, on a vu qu'avec l'activité physique, ça diminuait la résistance à l'insuline et que pour ce faire, souvent, on recommandait même de diminuer les doses d'insuline qu'on s'administrait avant de faire une activité physique. Ça peut être dû suite à une diminution de l'alimentation, tout particulièrement si j'ai pris de l'insuline et que je n'ai pas mangé suffisamment. On a aussi des gens qui sont diagnostiqués avec des hypoglycémies. Ce que l'on se rend compte avec les hypoglycémies, souvent, qui ne sont pas rattachées à des pathologies, c'est que ce que l'on a remarqué, c'est que quand les gens prennent des repas qui sont très riches en glucose, il va y avoir ce que l'on appelle, encore une fois, le pic d'insuline. Donc, parce qu'il y a eu une grande quantité de glucose qui va être ingérée, il va y avoir une grande quantité d'insuline qui va être produite sur un court laps de temps. Donc, si je produis énormément d'insuline, ma glycémie qui a monté rapidement va baisser également rapidement. Et c'est dans cette portion-là où la glycémie baisse rapidement, souvent que les gens vont avoir tous les signes et symptômes d'une hypoglycémie. Donc, et les signes et symptômes d'une hypoglycémie, on va le voir, ce sont tous des signes et symptômes neurologiques. Alors, c'est souvent ça aussi qui se produit chez les jeunes enfants. Tu sais, quand on leur dit « donne-y pas de sucre, il va être trop énervé », mais dans le fond, c'est pas le sucre qui les énerve, c'est l'hypoglycémie qui s'ensuit. Parce que c'est sûr et certain que si j'y donne une caisse de bonbons, on peut considérer que sa consommation en glucose était très élevée. Alors, le corps, pour pouvoir compenser, a fait quoi? A sécrété énormément d'insuline sur une courte période et la glycémie a baissé très, très vite. Alors, l'énervement n'est pas tant dû à la quantité de sucre, mais c'est qu'il est rendu en hypoglycémie. L'hypothermie aussi va pouvoir amener une hypoglycémie ainsi que l'alcoolisme. On va voir pourquoi. C'est que dans l'alcoolisme, étant donné que le foie peut être endommagé par des consommations d'alcool sur plusieurs années, sa capacité à faire des réserves en glycogène est diminuée. Alors, les signes et symptômes de l'hypoglycémie, ce sont tous des signes et symptômes de souffrance neurologique. Pourquoi? Parce que notre plus gros consommateur dans l'organisme de glucose, c'est le cerveau. Donc, à partir du moment où votre glycémie est inférieure à 4 moles par litre, c'est votre cerveau qui commence à démontrer des signes de détresse qui vont se manifester par des tremblements, de la nervosité, une faim intense, de la diaphorèse, de la céphalée, des attitudes incohérentes et ça peut aller jusqu'à l'altération du niveau de conscience. Et si l'hypoglycémie n'est pas traitée, dans les heures qui vont suivre, vous allez en décéder. Donc, comment je peux corriger une hypoglycémie? Très, très simple. Il me suffit que de rajouter du sucre dans la circulation sanguine pour satisfaire monsieur le cerveau. Maintenant, comment je fais ça? Bien, dans votre trousse des 6 médicaments, vous avez un tube d'instaglucose. Alors, l'instaglucose, ce n'est ni plus ni moins que du sucre. Vous avez 31 grammes de sucre dans un tube.
Maintenant, l'instaglucose, vous allez peut-être avoir l'opportunité d'y goûter dans votre laboratoire de pharmacologie appliquée. Alors, si c'est le cas, ben, vous allez voir, c'est excessivement sucré, ça tombe sur le cœur. Donc, souvent, les patients qui sont en hypoglycémie, qui sont rendus incohérents, puis que vous leur mettez ça dans la bouche, souvent, ben, ils trouvent pas ça très, très bon, puis ont plus tendance à le recracher tel un bébé de 6 mois que tu essaies d'y donner des carottes pour la première fois, OK? Fait que des fois, ça passe pas, donc on passe au plan B. On va passer à ce que l'on appelle du jus de fruits ou du jus d'orange que vous pouvez rajouter du sucre blanc à l'intérieur. Souvent, ça va mieux passer. Évidemment, c'est sûr que si votre patient avait comme un hypoglycémien, des inhibiteurs de l'alpha-gluconidase, le jus de fruits est déconseillé. Donc là, vous allez devoir faire votre 500 possible avec l'instaglucose. Si jamais le patient ne veut pas le consommer, évidemment, ces patients-là vont finir au centre hospitalier et tout ce que l'on va faire, c'est qu'on va donner un soluté qu'on appelle du dextrose et c'est du sucre. Donc, on va carrément mettre du sucre directement dans la circulation sanguine. Maintenant, pour pouvoir donner quelque chose oralement, bien entendu, il faut que le niveau de conscience de votre patient le permette. Alors, s'il est à alerte ou verbal, il y a toujours possibilité d'y donner un jus de fruits ou de l'instaglucose. Par contre, si votre patient a un niveau à P ou à U, bien là, c'est là que vous allez transférer avec l'administration du glucagon pour pouvoir aller chercher les réserves de glycogène qui sont dans le foie. Alors, le glucagon est considéré comme un agent anti-hypoglycémien. C'est une hormone polypeptide composée de 29 acides aminés que vous produisez de façon naturelle. Elle est produite par les cellules alpha situées en périphérie des îlots de Langermann au niveau du pancréas. Donc, lorsque votre glycémie elle est à la baisse, c'est votre glucagon que vous allez sécréter afin d'aller chercher les réserves de glycogène au niveau du foie, de les transformer en glucose qui vont être injectés dans la circulation sanguine et qui vont permettre d'augmenter votre glycémie. À l'inverse, lorsque votre glycémie elle est élevée, c'est votre insuline que vous allez sécréter. Maintenant, ces deux hormones-là ne sont jamais sécrétées en même temps. C'est soit l'insuline ou le glucagon. Maintenant, si moi je suis en présence d'un patient qui est en hypoglycémie, je peux administrer de façon manuelle en injection intramusculaire du glucagon pour justement faire le même effet que le glucagon naturel. Vous pouvez avoir toute l'information par rapport à l'administration du glucagon dans votre protocole Med16. Alors, on vous explique l'administration de l'instaglucose, dans quelle situation et ce que vous devez faire, ainsi que l'administration du glucagon avec les dosages. Ce qui est important de comprendre, c'est que le glucagon a comme seule cible les cellules du foie et c'est vraiment pour faire augmenter la glycémie. Donc, les indications pour le glucagon, c'est pour les réactions hypoglycémiques chez les patients hypoglycémiques. Les effets secondaires peuvent être des nausées et des vomissements. Les interactions médicamenteuses avec la warfarine, si utilisée plusieurs jours, va venir potentialiser l'effet des anticoagulants. Donc, il faut comprendre que le glucagon devrait être donné de façon exceptionnelle. C'est-à-dire que si une personne qui est diabétique doit avoir recours au glucagon régulièrement, c'est parce qu'il y a un problème avec son administration d'insuline. Elle devrait aller consulter un médecin pour avoir un ajustement parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec son patron d'injection. Maintenant, les quantités de glucagon que vous allez administrer, chez les adultes, c'est 1 mg et chez les enfants, on coupe, c'est 0,5. Donc, lorsque vous lisez votre protocole Med16, on vous indique que vous pouvez administrer de l'instaglucose lorsque votre patient a une glycémie inférieure à 4 et que son niveau de conscience est alerte ou verbal. Dans votre tube d'instaglucose, vous avez 31 g de sucre.
Des cas fréquents que vous allez faire sur la route, ce sont des hypoglycémies reliées à l'alcool. Alors, ce qu'on va conseiller aux personnes qui sont plus à risque de faire ces hypoglycémies-là, tout particulièrement les diabétiques, vu qu'ils ont consommé de l'insuline, c'est que souvent, avec l'alcool, on ne mange pas. Okay? Donc, ce qu'on va préconiser, c'est qu'on va leur dire de boire l'alcool beaucoup plus lentement pour avoir un effet moins important. Ne jamais boire l'estomac vide, donc de toujours s'assurer qu'il va y avoir des aliments qui vont être ingérés en même temps que la consommation d'alcool, de mesurer sa glycémie beaucoup plus fréquemment, puis de ne pas oublier de le faire au coucher aussi pour éviter de se coucher avec des valeurs près d'une hypoglycémie sans avoir consommé. De prendre une collation supplémentaire au coucher pour éviter les hypoglycémies nocturnes. Très, très, très important. S'assurer de se lever à l'heure habituelle pour déjeuner le lendemain matin. Parce que souvent, quand on a bu, ben, on va se lever plus tard. Sauf que votre insuline, le pic, va être au même moment. Donc, si normalement, votre patron d'injection, par exemple, c'est une insuline intermédiaire au coucher, on sait que les risques d'hypoglycémie vont être sur les petites heures du matin ou sur l'heure du déjeuner, mettons vers 7 heures. Et si finalement, ben, vous vous levez à 11 heures, ben, vous avez débordé d'au moins 3-4 heures. Donc, ça se pourrait que vous soyez plus à risque d'hypoglycémie. Éviter l'alcool avant, pendant puis après une activité physique parce que déjà que l'activité physique fait que l'insuline a une meilleure action. Donc, les risques d'hypoglycémie sont là. Alors, si vous consommez de l'alcool en plus, ça risque d'augmenter. Maintenant, savoir que le glucagon ne pourra pas corriger une hypoglycémie causée par la prise d'alcool excessive, tout simplement parce qu'il n'y aura pas de réserve au niveau du foie, surtout si la personne n'a pas mangé. Et c'est ça souvent la problématique avec la consommation d'alcool excessive, c'est que les gens ne mangent pas. Et ça, c'est aussi bon pour toute situation qui ferait en sorte que le patient n'aurait pas de réserve de glycogène au niveau du foie. Par exemple, le patient a été malade, a eu une infection X, puis il n'a pas fait aucune réserve parce qu'il n'a pas mangé. Et finalement, il a pris son insuline, il s'est peut-être trompé dans les dosages, en a donné un petit peu trop, tombe en hypoglycémie. Si vous administrez du glucagon, ben le glucagon, le seul effet, c'est d'aller chercher les réserves dans le foie. Mais s'il n'y en a pas, il va y avoir aucune action. Donc, si au bout de 10-15 minutes, vous voyez aucune administration administration de votre glucagon, commencez-vous à vous poser des questions. Probablement qu'il n'y avait pas de réserve au niveau du foie. Les patients qui sont diabétiques et que vous allez traiter pour des problèmes d'hypoglycémie, on l'a vu, l'hypoglycémie, c'est une défaillance neurologique, donc souvent, ils vont présenter de la confusion, ils vont être incohérents. Alors, vous allez traiter l'hypoglycémie soit avec votre insulglucose ou une injection de glucagon. Et quand l'hypoglycémie est réglée, c'est-à-dire que les valeurs de la glycémie ont remonté suffisamment au-dessus de 4 moles par litre, le patient commence à retrouver de la cohérence et bien souvent, il va refuser d'aller au centre hospitalier parce qu'il va dire « Ah, ben c'est parce que j'ai pas pris ma collation avant d'aller me coucher. Ah, ben c'est parce que j'ai pris trop d'insuline. Ah, ben je me suis trompé entre mon insuline rapide puis mon insuline intermédiaire, etc. » Et ils se connaissent et ils ne veulent pas aller attendre pendant des heures et des heures et des heures au centre hospitalier pour une problématique qui est déjà gérer, surtout s'ils connaissent la cause. C'est sûr que si l'hypoglycémie est inexplicable, que le patient n'a rien changé, qu'il a pris toutes les précautions, puis qu'il est arrivé à une hypoglycémie, là, ça se pourrait qu'ils veulent aller consulter pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y aurait besoin d'un ajustement de la médication. Mais si ce n'est pas le cas,
je vous le dis tout de suite, ils vont refuser votre transport. Alors, une belle alternative, c'est de les référer à InfoSanté parce que InfoSanté va leur offrir un suivi. Donc, tout dépendamment du type d'insuline qu'ils ont pris, des repas qu'ils ont pris suite à cette administration-là, il va y avoir un rappel qui va être fait parce que c'est sûr et certain que si vous réglez une hypoglycémie, par exemple avec du glucagon, comprenez que quand je donne le glucagon n'a pas de demi-mesure. Fait qu'il s'en va au niveau du foie et retire toutes les réserves de glycogène. Pas juste 1%, 10%, c'est 100%. Donc, une fois que les réserves de glycogène sont sorties, puis que j'ai encore de l'insuline en circulation, il n'est pas dit qu'il ne peut pas y avoir une hypoglycémie secondaire si le patient ne mange pas. Alors, assurez-vous que les patients qui ne veulent pas aller au centre hospitalier, qu'ils mangent devant vous. Il m'est arrivé régulièrement de leur faire cuire 2 œufs plus une toast puis un jus de fruits et de rester à les regarder manger pour être certain qu'on ne me rappelle pas dans 30 minutes puis dire, ben là, il est encore inconscient parce que c'est sûr et certain que là, mon glucagon ne fonctionnera pas du tout puisque les réserves, je les ai déjà sorties. Alors, le fait de manger, c'est pour rebâtir ces réserves-là. Alors, InfoSanté offre cette surveillance-là, donc plusieurs fois, durant l'heure ou les heures qui vont me suivre, ils vont rappeler le patient pour pouvoir s'assurer que sa glycémie est bien gérée. Et si malencontreusement le patient ne répondrait pas, InfoSanté va prendre pour acquis que l'hypoglycémie est revenue et que le patient est dans l'impossibilité de répondre au téléphone et vont refaire le 911. OK? Fait que bien leur expliquer que c'est important que s'il y a un suivi avec InfoSanté, il faut qu'ils répondent au téléphone. Et avant de les laisser seuls à la maison, suite au traitement d'une hypoglycémie, assurez-vous qu'ils mangent devant vous. Hey, félicitations! Vous avez enfin fini votre cours d'initiation à la pharmacologie. Vous avez passé au travers du COVID-19. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est votre examen final. Bon, là, je le sais, là, il y en a là, qui sont bien inquiètes, là, parce que là, l'examen compte pour 50%. Là, je veux juste vous dire que l'examen final, oui, c'est un examen récapitulatif, semaine 1 à 12, ça va être que des choix multiples. Que je le veuille ou non, là, vous allez avoir accès à vos notes. Je ne pourrais pas être à la maison puis vous taper sur les doigts si vous rouvrez votre cahier. T'sais. Fait que stressez pas trop. Si vous relisez vos PowerPoint, vous relisez vos guides d'études, vous relisez vos études de cas. En plus, j'ai mis les corrigés. Je suis pas inquiète, là, vous allez passer en masse. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-moi. Puis si vous avez besoin de rencontres virtuelles, pas de problème, je vais le faire aussi. Donc, je vous souhaite une bonne étude, puis on se revoit pour l'examen.